Bienvenue de nouveau à ce séminaire du programme européen LIFE. Donc, je m'appelle Christophe Lugel, je suis directeur Europe du pôle de compétitivité IAR, Industrie et Agro-ressources, le pôle de la bioéconomie. Et ce webinaire, et fait partie d'une longue série que nous avons initiée en janvier et qui va nous occuper toute l'année. Certains webinaires seront réservés à nos adhérents quand ils toucheront des sujets très précis. D'autres sont ouverts à nos adhérents et à la communauté de la bioéconomie dans son ensemble, qui est le cas de celui-ci. Que dire sur le pôle IAR? Nous sommes impliqués dans les projets européens depuis déjà plusieurs années, surtout 3 ans avec une grande activité et essentiellement jusqu'ici c'est des programmes BBI, le Bio-Based Industry Initiative. Mais en évoluant, on s'est dit qu'il n'y avait pas que BBI dans la vie, même dans la vie de la bioéconomie, et qu'il y avait d'autres outils qui étaient très intéressants, voire plus qu'intéressants pour la communauté de la bioéconomie. Donc, dont fait partie le programme LIFE. Et sur les 33 propositions déposées l'année dernière en projet européen, on a eu 2 propositions LIFE qui sont passées en phase 2 et on croise les doigts pour les résultats. Le LIFE, pourquoi c'est important? Parce que ça touche la bioéconomie, même si ça va bien au-delà de la bioéconomie. Et donc, n'importe qui de la communauté bioéconomie, si on peut utiliser cette expression, doit être intéressé par le programme LIFE. En plus, ça passe souvent sous les radars et ce que j'ai dit souvent avec un soupçon de provocation, c'est que je défie n'importe quel humain normalement constitué de comprendre comment ça fonctionne à la lecture rapide du site web. Mais si on fait l'effort de creuser, c'est un programme très intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'on a attendez. Voilà, on a invité et qui est le point de contact national du programme LIFE, Madame Julia Pereira da Ponte, qui nous a fait l'honneur d'accepter pour nous présenter ce programme de financement LIFE auquel je vais passer la parole dès maintenant. Voilà, Julia, c'est à vous. Okay. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais simplement partager ma présentation. Je pense que vous la voyez. C'est parfait. Voilà. Donc, pour commencer, sans plus attendre, je voulais juste préciser que beaucoup d'éléments du programme LIFE sont encore en cours de définition. Le règlement n'est pas encore formellement adopté, mais il est déjà fixé. En revanche, il est assez général par rapport au règlement précédent, et donc beaucoup de choses vont être définies dans les programmes de travail et dans les appels à projets, qui, eux, sont encore en cours d'élaboration. Donc, voilà, juste pour préciser que la présentation d'aujourd'hui sera assez générale et susceptible de modifications ou précisions dans le courant de l'année. Donc, LIFE est juste le premier programme de financement de l'Union européenne qui a été dédié entièrement aux politiques liées à l'environnement puis au climat. Mais néanmoins, maintenant, ce n'est plus le seul programme qui est dédié à ces thématiques, évidemment. C'est un programme qui a été créé en 1992, donc assez ancien, mais qui a beaucoup évolué et qui est encore largement en train d'évoluer, d'où ce que je disais juste maintenant sur le fait que voilà, il y a des choses qui peuvent évoluer aussi au cours de l'année, et c'est un programme qui est en gestion directe par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment la Commission européenne qui gère directement le programme et non pas les États membres. Slide suivante, du coup, s'il vous plaît. Donc, le nouveau programme LIFE pour la période 2021-2027 sera constitué de 4 sous-programmes. Donc, nature et biodiversité, qui a priori vous concerne pas spécialement, parce que c'est plutôt la restauration d'habitat et de protection d'espèces. Donc, c'est peu les entreprises de façon générale. Le sous-programme économie circulaire et qualité de vie, qui a priori est celui qui vous intéressera le plus et qui, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient déjà LIFE, était auparavant ce qui correspondait à environnement et utilisation rationnelle des ressources. Et ensuite, la partie climat, même si ça vous concerne probablement moins, sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Et nouveauté de ces prochaines années,
la transition énergétique propre avec l'inclusion d'actions de coordination et de support qui venaient de H2020. Donc, LIFE est assez large en termes de thématiques, voire très large, ça couvre tout ce qui est le champ de l'environnement, de l'énergie et du climat. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est son approche, alors que je ne vais pas pouvoir développer de façon extrêmement précise par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais néanmoins, ce qui devrait rester, ce qui fait sa spécificité, c'est le fait de financer des projets qui développent, font la démonstration et promeuvent des techniques, méthodes ou approches innovantes. Donc, cet aspect d'innovation qui est assez important, même si la proportion d'innovation va peut-être un petit peu évoluer ces prochaines années. Le soutien et le développement, le suivi de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne pertinente. Donc, c'est vraiment un outil de mise en œuvre de la législation dans l'esprit de la Commission européenne et c'est quelque chose à avoir en tête quand on postule parce que c'est vraiment ça qui intéresse la Commission européenne. Et la catalysation du déploiement à une large échelle de solutions techniques et de politiques publiques pour la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne pertinente toujours. Donc ça, c'est d'autres types de ça fait référence plutôt à d'autres types de projets qui vous concerneront peut-être moins. Donc, slide suivante, voilà, donc les types de projets, justement, ceux qui sont définis dans le nouveau règlement, les projets stratégiques pour la nature, les projets stratégiques intégrés, qui, a priori, vous concernent pas spécialement, et les projets classiques LIFE, un peu, qui maintenant vont s'appeler projets d'action standard, et dont le cofinancement va augmenter par rapport à la période précédente, puisqu'il passe de 55% à maximum 60%. Et voire plus pour certains projets nature et biodiversité, mais qui, encore une fois, a priori, ne vous concernent pas. Et ensuite, vous verrez aussi qu'il y a d'autres projets, qui sont qualifiés d'autres projets, qui vont en fait correspondre aux actions de coordination et de soutien que j'évoquais tout à l'heure, donc dans la partie énergie. Donc, c'est... voilà, et donc après, j'ai parlé un peu de l'approche spécifique de LIFE tout à l'heure, des types de projets en termes de spécificité, encore voilà, pour aller un peu plus précisément, même si ça reste sous réserve du programme de travail pluriannuel et des appels à projets. Une des spécificités, ce serait que LIFE a plutôt une approche bottom-up, où du coup, bon, il peut y avoir et il y aura une précision des types de thématiques qui peuvent être abordées, mais globalement, la logique, c'est au sein de ces thématiques, la Commission attend de voir ce que les porteurs de projets peuvent proposer d'intéressant. Et donc, sauf exception, ça peut arriver pour certains appels à projets, mais c'est vraiment une approche d'attendre de voir ce que les porteurs de projets peuvent proposer, chose que la Commission n'aurait pas spécialement imaginée, et c'est pas, même si ça arrive pour certains types d'appels à projets très spécifiques, la détermination de besoins extrêmement précis auxquels il faudrait répondre sous la forme un peu d'un cahier des charges. Et c'est extrêmement large en termes de thématiques, mais la spécificité, c'est le fait que globalement, c'est un programme avec un budget quand même relativement réduit, j'y viendrai tout à l'heure, et pour des objectifs qui sont extrêmement larges, puisque la mise en œuvre de la législation de l'UE en matière d'environnement et de climat, c'est très large. Et donc, du coup, ça en fait engendre les spécificités que je vais vous présenter, à savoir notamment une attention très importante à porter aux bénéfices environnementaux des projets, c'est-à-dire un peu vraiment quel sera le bénéfice pour l'environnement par rapport au coût du projet. Et il y a des projets qui, à même coût, peuvent avoir des bénéfices plus importants, et c'est pas forcément lié à la qualité du projet, mais lié au type même d'actions qui sont mises en œuvre. Et ça implique aussi également une attention très grande portée au potentiel de ce qu'on va appeler réplication ou transfert des résultats du projet et sa pérennité. C'est-à-dire que dès la phase de dépôt du projet, il faut penser comment les résultats du projet pourront être appliqués ailleurs, donc dans un autre contexte ou voilà, plus largement pour qu'en fait le projet puisse essaimer, et ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être vu à la fin du projet, mais il faut montrer dès le dépôt que c'est quelque chose qui est pris en compte et que le projet pourra essaimer. Donc dans l'idée de la Commission européenne, c'est qu'elle finance ce projet avec un budget limité à un instant T, mais que ça aura des impacts environnementaux importants pendant la durée du projet, mais aussi au-delà, puisque les résultats de ce projet pourront ensuite essaimer. Après, ce qui peut vous intéresser pour des entreprises, c'est qu'un business plan peut tout à fait faire office de réplication et de transfert des résultats. Donc, c'est tout à fait compatible avec des projets de type voilà, entreprises qui ont des business plans. Ensuite, les spécificités, c'est aussi ce que le programme LIFE n'est pas. Donc, ce n'est pas de financement de travaux de recherche. Ça, c'était Horizon Europe, c'était Horizon 2020, ce sera Horizon Europe.
C'est pas non plus d'importantes infrastructures qui jusqu'à présent étaient définies comme d'un montant supérieur à 500 000 euros. Donc ça, c'est peut-être susceptible d'évolution, je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est pas du financement d'infrastructures et c'est pas non plus les projets de développement régional et local. Tout ça, c'est plutôt les fonds structurels. Mais voilà, après, encore une fois, c'est des choses qui sont susceptibles d'évoluer à la marge et d'être précisées. Et pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de vous apporter ces précisions. Ça viendra au cours de l'année. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, sur le déroulement d'une candidature, alors là, je vais vous présenter les 2 phases types, qui c'était les phases du programme précédent. Sous toute réserve pour le nouveau programme, les choses peuvent potentiellement évoluer. Mais il y avait 2 types de dépôts, en 2 phases ou en une phase, sachant que environnement, donc économie circulaire maintenant, était en 2 phases et devrait a priori le rester, mais voilà, sous toute réserve. Donc le premier dépôt, c'est ce qui s'appelle en anglais une concept note, mais que je préfère appeler note de synthèse, parce que c'est donc voilà, un document court qui doit présenter le projet, c'est une dizaine de pages, mais ce n'est pas simplement une présentation d'un concept. Ça va beaucoup plus loin parce que c'est vraiment un projet qui doit déjà être globalement monté avec un budget global à peu près monté, des partenariats, il peut y avoir encore quelques hésitations, mais globalement monté, des actions, des objectifs, etc., qui est présenté de façon extrêmement succincte. Mais voilà, c'est beaucoup plus qu'un concept et il faut vraiment avoir ça en tête quand on postule parce que sinon, le projet ne va pas être jugé suffisamment solide et suffisamment abouti pour pouvoir être présélectionné à l'issue de cette phase. Donc voilà, donc il y a cette première phase. Ensuite, si un certain nombre de projets sont présélectionnés et sont appelés à déposer un dossier complet, donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus long, entre 100 et 150 pages, qui décrit l'ensemble du projet. Il y a quelques évolutions possibles entre la note de synthèse et le dossier complet, mais globalement, c'est quand même le même projet qui est simplement un peu plus abouti et présenté de façon beaucoup plus précise. Et actuellement, il y avait quand même entre un an et 3 mois minimum entre le dépôt de la note de synthèse et le début du projet. Donc, c'est aussi quelque chose à avoir en tête parce que les actions financées doivent démarrer après la signature de l'accord avec la Commission européenne. Donc, c'est pas quelque chose qui peut... il ne faut pas avoir d'action à financer à très court terme parce que sinon, LIFE n'est peut-être pas le meilleur programme du fait de ce délai qui, encore une fois, peut évoluer dans la manière dont le programme sera géré pour la période 2021-2027. Ensuite, il y avait donc un autre type de dépôt qui était en une phase. C'était le cas pour les projets climat actuellement, où ça pourrait éventuellement évoluer. Donc là, c'est simplement un dossier complet déposé et il y a un délai d'1 an entre le dépôt du dossier complet et le début du projet. Et sur donc, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer, que ce soit en termes de calendrier ou de manière plus précisément de penser le déroulement de la candidature. Mais ce qui restera important, c'est d'anticiper au maximum la préparation du projet, y compris pour la note de synthèse, puisque, comme je vous l'ai dit, elle est courte, mais vraiment très dense en informations. Donc, il ne faut pas se dire que c'est 10 pages et que ce n'est pas grand-chose. Ça prend quand même du temps à préparer et nécessite surtout d'avoir un projet assez bien abouti. Et aussi bien garder un lien entre le dépôt de la première phase et de la deuxième phase, pas avoir quelqu'un qui part et qui du coup ne peut pas avoir une bonne note de synthèse qui n'arrive pas à se concrétiser dans un bon dossier complet. Slide suivante, oui, merci. Donc le budget qui n'a pas été formellement adopté, mais globalement, il y a un accord, disons, sur ce budget. Il y a une augmentation par rapport à la période précédente, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ce sera à peu près 5,4 milliards d'euros pour 2021-2027, dont 1,34 milliard d'euros pour la partie économie circulaire et qualité de vie, qui vous intéresse plus a priori. Et donc voilà, ça c'est quand même en augmentation par rapport à la partie environnement et utilisation rationnelle des ressources, même si, comme je disais, ça reste un petit programme par rapport à l'ensemble du budget de l'Union européenne et par rapport à d'autres programmes. Et en termes de calendrier, on est encore en attente d'éléments de la part de la Commission européenne sur ce point, comme sur d'autres. D'habitude, le lancement des appels à projets est en avril. Pour 2021, c'est prévu au printemps. Et a priori, ce sera plutôt un printemps tardif en tout cas, ce ne sera pas mars, quoi. Donc, il faut plutôt voir sur quelque chose de mai-juin peut-être, mais à confirmer. Ensuite, j'ai juste présenté rapidement le système de points de contact nationaux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, LIFE, c'est géré directement par la Commission européenne.
donc ce n'est pas géré par les États membres. Les points de contact nationaux n'ont aucun rôle dans la sélection des projets notamment. Donc il y a 3 points de contact nationaux qui sont au sein du ministère de la Transition écologique, dont moi. On a une répartition par thématique, donc mes collègues sont plus sur nature, biodiversité, climat, et moi sur économie circulaire. C'est des fonctions qui sont exercées en plus d'autres missions, hein. On ne fait pas uniquement ça. Je vous ai mis notre adresse de contact à laquelle vous nous contactez voilà, pour les 3 PCN. Et voilà, on a un rôle d'information de porteur de projet et aussi d'organisation d'une assistance au dépôt pour une 30aine de projets par an. Donc, ce n'est pas de remontage, il faut que le projet soit déjà un peu monté, mais sur le dépôt, sur comprendre la mécanique de LIFE et comment adapter le projet au programme LIFE. Et aussi, on a une journée d'information nationale qu'on fait tous les ans au moment du lancement des appels à projets. Donc, cette année, on verra quand ce sera lancé pour le programmer, où la Commission européenne vient aussi présenter le projet. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à y participer, parce que c'est là que surtout cette année où beaucoup de choses changent, vous pourrez avoir le maximum d'informations et on pourra passer beaucoup plus de temps que c'est possible aujourd'hui sur la présentation du programme. Et ensuite, c'est tout. Je crois qu'il y a une dernière slide, mais voilà, c'était juste pour la présentation du dispositif d'assistance dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, dans une dernière slide, le PowerPoint vous sera transmis, où il y a des liens sur des ressources utiles. Donc, je vous laisserai regarder ça plus tard. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Pereira da Ponte. Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser le Q&R. On prendra le temps en fin de session de bien répondre à vos différentes questions. Je vais reprendre la main sur la présentation. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente donc Julie Signoret. Je suis responsable de projet européen au pôle IR et je vais essayer ici de vous présenter un tout petit peu quelles sont les opportunités un peu plus liées à la bioéconomie concernant le programme LIFE. Donc, comme Madame Pereira l'a bien précisé, ici, on est vraiment sur des potentialités, des possibilités. Actuellement, le programme n'est pas sorti. C'est les slides à partir de la slide 5, Virginie. Donc actuellement, vu que le programme n'est pas sorti, on ne peut pas vous donner d'informations très très précises. Par contre, ce qu'on peut vous donner, c'est quand même une première vision des différents projets qui ont pu être financés grâce à ce programme-là, qui est bottom-up, c'est-à-dire qui est quand même assez ouvert, et on s'attend quand même à beaucoup de thématiques qui sont en lien avec l'économie circulaire, la valorisation des ressources, la mise en place de chaînes de valeur, et aussi la substitution de certains polluants majeurs. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel sur ce qui a pu se passer sur le précédent programme LIFE, pour vous donner un petit peu une petite vision générale de l'historique. Donc, en France, comme l'a précisé Madame Pereira, on est sur environ 20 à 30 projets soumis par an, avec en total, dans toute l'Europe, un taux de succès qui est autour de 8%. Donc, pour les projets environnement, on va avoir un taux de succès en première phase qui sera autour de 25%. Et ensuite, lors de la sélection sur la phase 2, donc avec le dossier qui est un peu plus conséquent, là, on est autour d'un taux de succès dans les 40 à 45%. Au niveau des statistiques pour les projets, de manière générale, on va être des projets qui vont tourner autour de 2-3 ans, avec des budgets autour de 1,5 million à 2 millions d'euros. Au niveau du taux de subvention, comme sur l'ancien programme, donc à chaque fois, faites bien attention à ça. Sur l'ancien programme, il était à 55% des coûts totaux, avec un financement donc ces coûts totaux sont représentés par les frais directs, donc les frais de personnel, les frais de voyage, les frais de sous-traitance limités à 35%, les frais d'équipement, etc. Et une enveloppe donc, de 7% de frais indirects. Et donc, la subvention peut aller jusqu'à 55%, pouvait aller jusqu'à 55%, sachant que, voilà, en fonction du besoin et des projets, c'est un maximum, mais on peut
toujours demander moins en niveau de subvention. Donc, on peut imaginer un taux de subvention à 40% par exemple. Dans certains des projets que je vais vous présenter, vous pourrez voir que le taux de subvention était autour de, par exemple, 40% pour ces projets-là. Donc, c'est un choix stratégique fait par les coordinateurs à ce moment-là. Au niveau du partenariat, une des grosses spécificités du programme LIFE, c'est qu'il n'y a pas de minimum en termes de nombre de partenaires ni de pays. Si certains d'entre vous sont à l'aise avec le programme H2020 Futur Horizon Europe, vous devez savoir qu'aujourd'hui, la plupart des appels à projets, c'est 3 pays minimum pour 3 partenaires. Ici, dans LIFE, vous n'avez pas cette restriction. Cependant, au niveau de l'ancien système de notation, il y avait quand même des valorisations sur les consortiums transnationaux. Donc, ça reste quand même apprécié par le programme. Slide suivante, s'il te plaît. Au niveau des types de projets, donc là, je reste vraiment sur les types de projets qui sont liés à l'ancien programme thématique environnement. On a 2 gros types de projets qui peuvent être d'intérêt pour la communauté du pôle IR. Le premier type de projet, donc, ça va être les projets dits pilotes qui vont permettre de tester de nouvelles techniques, de nouveaux procédés, de nouvelles méthodologies avant de les diffuser à grande échelle. Donc, on est sur des TRL assez élevés et un réel changement de TRL au cours du projet, sachant qu'une chose qui est aussi bien valorisée dans le programme LIFE, c'est la notion de close to market, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, on est sur une solution qui pourrait potentiellement rentrer sous le marché, d'où l'importance d'avoir, par exemple, un business plan, de pouvoir répliquer et de pouvoir transférer la solution. Ensuite, il y a aussi les types de projets dits de démonstration qui sont quant à eux plutôt de tester une nouvelle méthodologie, approche à un nouveau contexte spécifique. Par exemple, un procédé qui marche sur une certaine biomasse, l'appliquer sur une nouvelle biomasse qui permettrait d'étendre la démonstration à un nouveau référentiel. Donc là, on parle moins de changement de TRL, plus donc de démonstration sur un nouveau contexte. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour faire un méli-mélo un petit peu de tous les termes qui sont importants pour le programme LIFE, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ce qui restera dans le nouveau programme, c'est vraiment l'importance de justifier l'impact du projet sur l'environnement et le climat. Donc, on va parler de la diminution de certaines pollutions, de la préservation de certains écosystèmes, comme le sol, par exemple, qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, ça, c'est toutes des choses qu'il faudront que ce soit bien réfléchi dans vos concept notes, puis dans vos projets, bien quantifier l'impact de vos projets, que ce soit sur l'environnement ou le climat. Les caractéristiques, c'est bien sûr ces projets dits de pilote, de démonstration, avec des TRL qui sont supérieurs à des TRL d'environ 6-7. L'absence au niveau de la contrainte de la taille du consortium, que vous êtes assez libre sur ces points-là. Donc pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le terme TRL, les TRL, c'est une échelle qui permet de noter l'évolution technologique. Donc un TRL 1, on va être sur une technologie qui sera au laboratoire, et un TRL 8-9, on va être une technologie qui est quasiment prête à rentrer sur le marché. Donc c'est une échelle qui permet donc, voilà, de quantifier, de donner une échelle temporelle au projet. Donc 6-7, on va être sur des technologies qui sont en cours de démonstration, à peu près. Ensuite, autre point très important sur les projets LIFE, comme Madame Pereira l'a bien précisé, c'est le côté de réplicabilité, de transférabilité, la pérennité de la solution. Ça, c'est vraiment clé, et c'est à justifier dans les propositions. Il faut montrer que le projet il a été réfléchi, qu'il a été pensé, et bien le justifier grâce à un engagement concret dans la proposition et des chiffres. Alors, donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter les grandes thématiques qui étaient dans le programme environnement de 2014 à 2020, pour vous donner un petit peu une notion des thématiques des projets, sachant que dans le cas de LIFE, on n'est pas obligé de respecter une seule thématique. C'est-à-dire que notre projet peut rencontrer plusieurs thématiques
voire une seule. Et c'est vraiment un projet, un programme qui est bottom-up, qui permet une grande variabilité de projets. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer par la suite. Donc, au niveau des thématiques d'intérêt pour la bioéconomie, on a la première qui est liée à la valorisation des déchets et une utilisation rationnelle des ressources. Donc là, c'est une petite extraction du programme. Je vais pas tout vous lire, ce serait un petit peu long. Mais l'idée qui est derrière cette thématique, c'est principalement de mettre en place des nouveaux modèles, processus, approches commerciales qui permettraient une utilisation rationnelle des ressources. Donc ensuite, on a plusieurs spécifications, mais toujours en gardant cette idée d'utiliser des ressources qui sont sous-valorisées, tout en permettant aussi de mieux utiliser les ressources dans un procédé, c'est-à-dire faire des économies de matières premières, faire des économies d'énergie, des économies d'eau, etc., etc. Bien sûr, dans chacune de ces thématiques, il y a toujours des petites lignes qui ne sont pas forcément en rapport avec la bioéconomie, donc je me suis permise de les enlever. Mais lorsqu'on vous partagera cette présentation, vous aurez au moins accès aux grandes lignes, aux anciennes grandes lignes sur la bioéconomie, ce qui pourrait vous permettre quand même de commencer peut-être à réfléchir à vos projets, parce qu'on peut quand même imaginer que le futur programme sera basé sur les tendances politiques actuelles, par exemple avec le Green Deal, etc. Donc, ça permet quand même de donner des premières idées sur le futur programme. Slide suivante. Ensuite, au niveau d'une autre thématique qui pourrait être intéressante pour la bioéconomie, c'est la thématique liée à l'utilisation rationnelle des ressources, économie verte et circulaire. Donc là, c'est une thématique très, très large qui permet de mettre en œuvre tout concept d'économie circulaire, encore une fois, avec une valorisation des ressources secondaires, des biodéchets, des matériaux, des rebuts et de tout coproduit dans un procédé de production afin de mettre en place des nouvelles chaînes de valeur de production. Slide suivante. Ensuite, on a aussi la thématique qui s'appelait substances chimiques. Donc ici, on est sur une thématique qui cherchait à réduire l'impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine de plusieurs composantes, plusieurs substances chimiques. Les thématiques qui étaient le plus en lien avec la bioéconomie étaient les thématiques liées aux nanomatériaux, mais surtout à tout ce qui était limitation de l'impact des biocides et des pesticides. Donc, on verra par la suite, je vous montrerai plusieurs projets qui avaient choisi de travailler sur cette thématique, sachant qu'elle est très large parce qu'elle n'est pas forcément dans la suppression des pesticides ou des biocides ou des nanomatériaux, mais plutôt soit par une meilleure utilisation, soit par une minimisation de l'exposition, ou alors complètement par le remplacement de ces substances chimiques dans les champs. Alors, au niveau des différents projets, donc ici, l'idée est vraiment de pouvoir vous montrer la variabilité des projets qui ont pu être soumis jusqu'ici, et vous montrer que ce programme, il est vraiment bottom-up et il est vraiment ouvert à toute proposition de projet qui aurait un impact sur l'environnement et qui rentre dans les grandes thématiques du programme LIFE. Donc ici, on est sur deux projets qui sont en grande dominance sur la thématique déchets et utilisation rationnelle des ressources. Donc, on est sur le projet LifeSteam qui permet la valorisation de résidus lignocellulosiques afin de produire donc là des produits qui auraient des applications dans les biofuels et les fertilisants. Et à côté de ça, on a le projet Life Waste to Protein qui, lui, permet toujours la valorisation de biodéchets, mais pour aller alimenter des insectes afin de produire des protéines pour des applications en feed. Donc, comme vous pouvez le voir, est-ce que tu peux rester sur la slide, s'il te plaît? Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est sur deux projets qui sont tous les deux portés par des PME qui répondent à la même thématique. Mais par contre, quand on regarde le cœur du projet, on est vraiment sur des thématiques très différentes avec des chaînes de valeur complètement différentes, des applications différentes, mais et on est sur des budgets similaires. Donc, juste avec une seule thématique du programme LIFE, on peut voir apparaître des projets qui sont
complètement variés et qui répondent à ce programme-là. Slide suivante. Ensuite, donc, un autre exemple ici, c'est pour vous montrer un petit peu la variabilité au niveau des porteurs de projets. Donc, on est sur un projet Life Citrus Pack qui permet la valorisation de résidus de l'industrie du citron pour pouvoir permettre la production de packaging et de cosmétiques et la valorisation pour le projet Life Just comment on dit en français, excusez-moi, de levures issues de l'industrie de la bière pour pouvoir créer différents produits pour l'industrie agroalimentaire, donc des probiotiques, des activateurs de fermentation et des peptides. Donc ces deux projets sont très différents, mais répondent tous les deux à cette thématique utilisation rationnelle des ressources. Mais par contre, ils sont portés par, vous voyez, une structure de recherche et l'autre est porté par une PME. Donc, ce programme n'est pas non plus forcément orienté que pour des PME, des groupes industriels, etc., mais peuvent aussi être portés par des instituts de recherche. Cependant, là, vous pouvez voir qu'au niveau du budget, on a quand même une grosse variabilité. On va avoir un projet LAFIEUS qui demande un budget total très élevé. Cependant, le Life Citrus Pack est sur un budget un peu plus élevé. Je tiens juste à préciser ici pour le projet Life Just, on est plus sur une subvention de 40%. Donc, c'est ce que je vous expliquais au tout début. Il y a aussi une variabilité au niveau de la demande de subvention. Ils ont fait le choix dans ce projet, donc pour, je suppose, des décisions stratégiques, de ne pas demander une subvention à 55, voire 60%, parce que jusqu'avant 2017, on était sur des subventions à 60% sur le programme environnement. Slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, ici, on change un petit peu de thématique. On va tomber sur la thématique substances chimiques. Donc, ici, on est sur une de ces catégories où on montre différents types de projets. Donc ici, on est vraiment sur les deux permettent de synthétiser des solutions pour limiter l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. On est sur des projets qui rentrent dans cette thématique substances chimiques. Par contre, au niveau de la justification des projets, en fait, ils rencontrent aussi d'autres thématiques au sein du programme LIFE que je ne vous ai pas présenté, qui étaient par rapport à la protection des sols et à la limitation de la pollution dans les sols en agriculture en Europe. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous montrer aussi ces projets-là. Ce qui, on peut voir aussi, est intéressant, c'est qu'on a aussi cette notion de création de chaînes de valeur. Par exemple, sur le projet Life Algar BBE, nous avons la valorisation de microalgues pour la production de biostimulants. Donc, on a aussi cette notion de création de chaînes de valeur avec la valorisation de ressources renouvelables. Slide suivant, s'il te plaît. Alors là, c'est encore un très bel exemple de cette variation, de cette potentialité au sein d'une seule thématique. On est sur deux projets qui répondent très bien à la thématique substances chimiques. Par contre, on va être sur un premier projet, Light for Green Waste, Light Waste for Green, qui va lui proposer des solutions plus durables pour l'utilisation des biopesticides, avec une production de biopesticides issus de déchets de l'agro-industrie, et une autre le projet Perfect Life, qui lui cherche plutôt à mettre en place des outils d'aide à la décision qui permettent de limiter l'utilisation du spraying des pesticides et donc de pouvoir limiter l'impact environnemental de l'utilisation des pesticides. Et je sais que certains de nos adhérents proposent par exemple des solutions de blockchain ou d'intelligence économique, d'intelligence artificielle, excusez-moi, qui pourraient être de bonnes technologies à proposer à ce programme LIFE. Slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, dernier point au niveau
la thématique substance chimique, là, on est sur deux projets qui sont quand même très similaires. Donc, le projet Life BioPaint et le projet Life Cycolor. Donc, tous les deux sont dans l'industrie disons, des colorants et de la peinture, des couleurs. Mais ils proposent tous les deux des solutions différentes et des positionnements marché assez différents. Donc, on va être pour Live Biopan sur un procédé de production de peinture qui permet de limiter dans la composition des peintures la présence de produits pétrochimiques et donc indirectement aussi de limiter l'impact environnemental du procédé de production et deux, de limiter l'impact environnemental de l'utilisation de ces peintures par la suite. Et un autre projet qui est le projet Life Cycolor qui lui permet la production de colorants synthétiques à partir de ressources microalgales. Donc, on est sur deux projets qui ont un rapport avec les procédés, mais si vous regardez un petit peu au niveau des budgets qui sont demandés, on va être sur Life Biopain qui va réclamer un budget de quasiment 2 millions d'euros de subvention, alors que le projet Life Cycolor, lui, est un projet de plus petite échelle qui demande que 350 000 euros. Donc, c'est vraiment l'avantage du programme Life, c'est que voilà, c'est adaptable à votre besoin et à la taille du projet sur lequel vous souhaitez vous positionner. Ce qui est un petit peu moins facile à se projeter dans ce genre de programme, c'est ce que Madame Pereira vous expliquait, le fait que entre le dépôt de la proposition et le début du projet, il peut y avoir jusqu'à 1 an. Donc, il faut que ce soit quand même un projet assez solide et qui soit bien réfléchi pour être prêt à être mis en œuvre dès le début du projet. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, pour le sous-programme climat, je ne vais pas m'étendre très, très longtemps dessus. Donc, je me suis basée sur l'ancien programme et j'ai ajouté les brides d'informations qu'on avait sur les prédictions pour 2021. Donc, l'ancien programme était principalement composé de deux grandes thématiques qui étaient la première atténuation du changement climatique et l'autre qui était adaptation au changement climatique. Dernièrement, donc, on va avoir un nouveau domaine qui sera ajouté potentiellement en 2021 lié à la transition vers les énergies propres. Donc, j'ai extrait deux projets qui ont été soumis et financés sous le sous-programme climat qui sont présentés dans la slide suivante. Donc, le projet Life Biobe Compo, qui a pour objectif de développer des polymères pour l'industrie automobile afin de limiter les émissions des automobiles. Donc là, on est vraiment sur des projets qui permettent de limiter l'émission des gaz à effet de serre. Et on a aussi, par exemple, le projet Effi-Sludge for Life, qui, lui, est un projet qui permet d'optimiser les procédés dans l'industrie papetière afin d'améliorer leur capacité en termes d'énergie et d'utilisation des ressources. Donc voilà, c'est encore une fois des projets très larges. Tout le jeu dans un programme LIFE, c'est au niveau de la proposition, de bien justifier pourquoi est-ce que notre projet rentre dans les objectifs de LIFE et dans la politique actuelle en Europe et dans les objectifs de l'Europe. Et l'ouverture, le côté bottom-up du programme permet vraiment une grande potentialité pour vos projets. Et donc, pour la suite, le pôle IR et les PCN peuvent vous aider à vérifier si votre idée de projet rentre dans les objectifs de LIFE et pourrait potentiellement être financée par LIFE. Pour la suite, je vais passer la main au projet LIFE Pharbiotique, un très bon exemple de projet LIFE qui a été financé et qui a déjà bien vécu. Donc, je vais laisser Franck Calbert nous présenter le projet LIFE Pharbiotique qui avait été financé sous le programme LIFE Climat il y a quelques années déjà. Oui, attendez, je vais activer donc
qui va bien, voilà. Bonjour à tous, je suis donc Franck Albert, je suis responsable et leader dans le programme Life Farbioty. Je travaille actuellement chez De Pestel, qui est une entreprise qui est un gros tailleur de lin, donc dans le domaine des matériaux d'origine naturelle, donc dans les fibres naturelles. Et je vais partager mon écran. Bam, bam, bam. C'est celui-là. Voilà. J'espère que vous l'avez tous bien à l'écran. Et je vais donc vous présenter donc un retour d'expérience dans l'utilisation, le vécu d'un programme live de l'intérieur. Parce que bon, là, on vous a présenté ce qu'on était capable de financer avec le programme live, mais après, ce qui est important aussi, c'est de montrer que c'est un programme qui est accessible et qui offre beaucoup d'avantages pour les gens qui y participent et qui paraît quand même qui paraît de l'extérieur, évidemment, un peu compliqué, mais qui ne l'est pas vraiment. Donc nous avons déposé le programme Farbioty qui était issu en fait d'une conjonction d'opportunités. De Pestel, bon, c'est un producteur de fibres de lin, c'est le plus gros producteur de fibres au lin privé d'Europe, et qui a fortement investi dans la recherche pour l'utilisation des fibres de lin dans le domaine des matériaux composites, donc pour en faire des biocomposites. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces biocomposites, et il y a eu évidemment un certain nombre d'axes dans lesquels nous avons développé des recherches en association avec des laboratoires et des partenaires, notamment j'ai mis un petit peu les domaines de recherche dans lesquels on travaille, mais notamment tous les problèmes d'intumescence et de comportement au feu des matériaux biocomposites, puisque on vient y mettre de la fibre naturelle qui comme chacun le sait, est susceptible de brûler. Et donc, quand on nous pose la question, mais vos matériaux biosourcés, comment ils réagissent au feu, on a quelques solutions de traitement des matériaux, des renforts, donc des renforts de fibres, mais comment ça se comporte vraiment dans la matrice, une fois que c'est injecté, une fois que c'est mis dans une matrice thermoplastique ou thermodurcissable, on avait moins de réponses, et c'était un domaine qui nous intéressait beaucoup. Et il y a eu un appel à projet, donc tout à l'heure on a évoqué donc l'ancien intitulé, donc environnement et utilisation rationnelle des ressources naturelles, et on a décidé de déposer un projet dans la priorité Resource Efficiency, Green and Circular Economy, pour pouvoir développer ces matériaux, donc à l'échelle du démonstrateur. Attention, c'est pas de la recherche, hein, donc c'est vraiment un programme de démonstration avec des partenaires. Donc on a globalement, comment ça se passe? On cherche d'abord des partenaires pour le montage du projet. On a évidemment une idée de la façon et de ce qu'on veut développer, et comme c'est un programme de démonstration dans lequel on doit fournir un certain nombre d'éléments de marché, d'éléments de business plan, on a fait une analyse de l'intérêt en fait du projet et auprès de nos clients actuels et auprès de partenaires ou de clients qui auraient pu être intéressés par les produits finaux, et on a décidé en fait de constituer un advisory board. C'est quelque chose qui est très important dans les programmes live, c'est-à-dire que c'est un bureau de conseillers qui ne participent pas forcément au projet, hein, qui ne sont pas des partenaires du projet, mais qui sont intéressés par les développements et les retombées futures du projet, et qui peuvent, au cours du projet, donner des conseils, soit de l'orientation sur leurs intérêts propres, ou bien des conseils au niveau des marchés, au niveau des technologies à mettre en œuvre, etc. Donc, on a constitué un bureau d'end-user. On a constitué un consortium, on a défini les objectifs et on a monté un programme. Alors,
évidemment, le programme Farbioti, donc, c'était développer un composite à partir de fibres naturelles de lin, hein, pour répondre aux critères de comportement feu-fumée qu'on va retrouver dans les normes d'utilisation ferroviaire, donc notamment le N45-545, Hazard Level 2 minimum, parce que c'était les objectifs qu'on avait. Garantir des performances, évidemment, de ces matériaux composites, puisqu'on va les utiliser pour en faire des pièces qui doivent résister, et bien sûr au feu, mais il faut aussi qu'elles aient leur propre comportement mécanique. Et l'intérêt du programme, c'est qu'on voulait également que ces matériaux puissent convenir dans une utilisation en long terme, pas simplement à T0, mais aussi au bout de 10 ans, que ces matériaux conservent des propriétés de protection contre le feu et la fumée intéressantes. Et on avait inclus donc cet aspect de vieillissement dans le programme. Et évidemment, l'idée, c'est de faire un matériau, ou bien des matériaux qui offrent un réel gain environnemental, hein, puisque ça fait partie ce qu'on appelle les KPI, donc les Key Parameter Indicators, qui sont scannés et suivis par la Commission européenne, puisqu'on s'engage sur une réduction ou sur une amélioration du bilan environnemental de nos produits. Et c'est quelque chose qui est très important dans le cadre des programmes LIFE, c'est-à-dire pouvoir garantir que les solutions qu'on apporte offrent des performances écologiques supérieures à celles qu'on désire remplacer. Alors évidemment, c'est un programme aussi de démonstration, donc c'est validé par la réalisation de démonstrateurs à échelle 1 pour des applications notamment dédiées aux infrastructures ferroviaires. En l'occurrence, c'était des balises d'odométrie qui sont disposées sur les voies et qui renseignent de la vitesse et de la position et du sens de défilement des trains sur les voies. On a constitué un consortium avec 6 partenaires et un soutien qui est très important au niveau du management du projet et de tout l'aspect administratif, puisque c'est une part qui est assez lourde en fait dans les programmes européens. Et on a utilisé donc les compétences d'un cabinet qui est spécialisé dans ce soutien au programme. Alors, globalement, le budget, le LIFE, c'est 1 400 000 € avec un taux d'aide de 59,65%. La structure des projets LIFE, ils ont souvent un peu le même type de structure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraiment des applications, des tâches très techniques, hein, c'est-à-dire fabrication, donc définition technique des matériaux, fabrication en production de ces matériaux, des tests, des démonstrations, de l'optimisation, et tout ça doit être surveillé en permanence en vérifiant l'environnement, les impacts environnementaux. Il y a également une partie qui est très importante dans la LIFE, c'est tout ce qui est les études d'impact socio-économique et sur les politiques industrielles et les objectifs de la Commission européenne. Et évidemment, pouvoir communiquer un certain nombre d'éléments pour qu'il y ait une visibilité à l'extérieur, ce qu'on appelle dissémination, une visibilité à l'extérieur des actions de l'Europe et des actions du consortium sur les domaines étudiés. Donc là, ce sont des aspects qui sont très importants dans les programmes LIFE. C'est de pouvoir, bien sûr, faire le travail scientifique, mais ça, les scientifiques qui sont autour de la table, pour eux, ça fait partie de leur travail de tous les jours. Ce qui est plus compliqué, c'est demander à ces scientifiques de communiquer, demander à ces scientifiques de motiver leur réseau pour faire connaître et diffuser les résultats. Et là, c'est quelque chose aussi qui est très, 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 très important dans le cadre des programmes financés par l'Europe. Alors, pour le montage d'un projet, il y a une plateforme qui s'appelle l'e-Proposal. Alors, je pense que c'est toujours d'actualité. C'est une plateforme qui n'est pas évidente de manipuler. Donc là, il faut s'y accommoder, il faut s'y acculturer. C'est pas évident. Et il y a un certain nombre de tâches à faire pour monter le projet. Et c'est là que j'insiste sur la nécessité. Alors évidemment, on peut le faire quand on est spécialiste des montages de projets complexes. On peut peut-être le faire seul. C'est quelque chose
honnêtement, que moi, je n'aurais pas pu faire seul. On s'est fait aider, donc on s'est fait accompagner par Euroquality pour rédiger et monter le projet intégralement, parce que c'est un travail qui est très conséquent. Un programme live, c'est 150 pages avec la description de chaque tâche, avec les identifications des ressources, des moyens, des investissements ou des achats. Bon, il faut absolument tout prévoir. Si on est acculturé un petit peu à la gestion normée en fait des projets comme dans l'ISO 9001 par exemple, on est habitué à faire notamment des analyses de risque, des choses là. Donc ça aide énormément quand on va déposer un projet, c'est de bien calibrer les risques et les méthodes de mitigation qu'on peut mettre en face afin de garantir au moins à la commission qu'on a mis en face tous les éléments qui étaient importants pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet et que ce soit une réussite. Alors, au jour le jour, un programme live, ça, c'est un certain nombre de réunions, puisqu'on a ce qu'on appelle les consortium meetings, donc qui doivent être planifiés lors du dépôt et suivis en fait par un moniteur. Alors, le moniteur, c'est un expert qui est nommé par la Commission européenne et qui suit en fait, alors je crois qu'il y a plusieurs officines, nous on est monitoré par le NEMO et qui suit en fait le projet et qui participe à un certain nombre de réunions. Donc l'expert se fait inviter au consortium meeting et il y a un certain nombre de points qui sont surveillés régulièrement par la Commission européenne, notamment les points techniques sur les avancées, où on en est des dépenses, et puis et bien évidemment les dépenses elles doivent être validées et on doit pouvoir prouver en fait tous les éléments qu'on avance dans les dépenses. Donc il y a un certain échantillonnage de pièces administratives et financières qui sont prises lors des visites afin de vérifier un certain nombre de concordances en fait de ce qu'on déclare et de la réalité des choses. Et il y a une visite de l'EASM, donc qui est l'organisme, qui est le bureau au niveau de la Commission européenne pour les petites entreprises, et qui peut venir nous visiter. Alors en général, c'est une fois par projet, nous visiter au cours, à l'occasion d'un consortium meeting sur un milestone important. Et l'EASM est surtout intéressé, alors on en a parlé tout à l'heure, sur la dissémination et la réplicabilité. Alors ça, c'est un terme qui est très important dans les programmes LIFE, c'est s'assurer que ce qu'on développe n'a pas simplement l'utilisation qu'on a prévue, mais qui peut avoir d'autres utilisations qui permettent une diffusion importante en fait des résultats du programme. Donc, alors, je vois plus ce que j'ai en haut là. Bon, bref. Au niveau du monitoring, donc j'en ai parlé, donc c'est les relations en direct avec la Commission européenne. Alors, ils ne font pas que le rôle du père Fouettard, pas du tout. Ils sont très présents. Et nous, on a la chance aussi d'avoir un moniteur qui est très présent et qui prodigue énormément de conseils et de recommandations sur la façon dont on rédige, notamment les rapports intermédiaires, donc sur la façon dont on échange avec la Commission européenne, et ils assurent vraiment une réelle médiation avec les ASM. Tout au long du projet. Donc c'est des gens qui sont très disponibles, très disponibles, ils se rendent toujours très disponibles quand on a des questions d'origine d'ordre administratif ou d'ordre de tout ordre d'ailleurs, même technique. On peut les consulter et ils sont toujours de très bons conseils. Alors avec l'Europe, évidemment, il y a régulièrement, notamment dans ce qu'on appelle dans les rapports intermédiaires, donc ce qu'on appelle le MTR, le Midterm Report, qui
qui regroupe en fait toutes les avancées du programme à mi-chemin, à mi-parcours, et qui remonte également toutes les difficultés rencontrées, la façon dont on les a gérées, etc., les retards éventuels qui sont pris sur le projet. Et donc, ça en fait, disons, des dialogues très ouverts, avec une très bonne écoute et une très bonne compréhension de la problématique, hein, puisque nous, ça nous est arrivé de devoir déposer des avenants à notre programme parce qu'il y avait la défaillance d'un des membres du consortium. Il y a un des membres du consortium qui a déposé le bilan, et donc il a fallu contre-réagir assez rapidement pour pouvoir rester dans les clous en termes de programme de travail et pouvoir maintenir les délais, ce qui n'a pas été possible d'ailleurs. Donc on a dû faire également des demandes d'avenant, de modification de date de fin de programme. Et quand c'est justifié et quand c'est expliqué, c'est généralement accepté. Donc c'est une gestion qui est très souple, hein, même si ça paraît de l'extérieur une gestion, une structure qui est très lourde. Alors évidemment c'est lourd parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de papiers à remplir, mais finalement c'est pas insurmontable, et la commission est très à l'écoute et très bienveillante, hein, en fait, sur les demandes des programmes, des projets. Donc ça, c'est vraiment un vrai intérêt. Alors évidemment, j'en ai parlé un petit peu, les challenges, hein, dans un programme live, hein, quand on le vit au jour le jour, c'est évidemment un montage complexe, très lourd, hein, et une vraie contrainte de reporting, c'est-à-dire qu'on est obligé de rendre compte, hein, c'est normal, hein, on reçoit des subventions, donc il faut évidemment en contrepartie rendre compte de ce qu'on fait. Il y a un aspect évidemment technique, hein, qui peut être un challenge, puisque on fait pas un programme si on connaissait les réponses et qu'on connaissait déjà le résultat. Hein, donc il y a un problème, une vraie engagement technique à trouver au niveau des objectifs du projet. Il y a des nécessaires assurance à prendre au niveau de la réplicabilité. Alors la réplicabilité, c'est très important, donc c'est pouvoir garantir aussi et faire la démonstration en fait que l'objet de l'étude peut être appliqué à d'autres secteurs d'activité, histoire de pouvoir diffuser au maximum les résultats du programme. Mais il y a également la conformité des objectifs donc, du projet avec ceux de l'Europe, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester en ligne par rapport aux directives et par rapport aux objectifs de l'Europe. C'est-à-dire, nous, on est vraiment suivis sur les performances écologiques et l'empreinte environnementale de nos produits depuis l'extraction des ressources jusqu'au recyclage. Donc, il faut vraiment essayer de garantir et de rester d'avoir en mémoire en permanence les objectifs de l'Europe. Il y a des contraintes, et le challenge, c'est suivi alors ça, c'est quelque chose qui paraît un peu trivial, mais malheureusement pour les leaders, les porteurs de projets, c'est vraiment un vrai casse-tête, c'est de pouvoir récupérer régulièrement les feuilles de temps signées par tous les membres du consortium et par tous les gens qui participent chez chaque partenaire au projet. Ça, c'est vraiment un vrai challenge, hein. Et les futurs, s'il y a parmi vous des futurs leaders ou des futurs responsables d'un projet européen, c'est ce à quoi il va falloir faire attention dès le début et de garantir que les systèmes comptables chez tous les partenaires soient bien au point pour pouvoir remonter et les dépenses et les feuilles de temps.
Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a un aspect de communication également qui est très important pour le programme Life. C'est de communiquer sur ce qu'on fait, de mettre en place un site internet. Vous avez vu dans les exemples qui ont été proposés tout à l'heure par Madame Signoret, toutes les programmes Life ont tous un site internet, qui doit être consultable, sur lequel il doit y avoir des éléments et il faut faire vivre ce site internet. Ça, c'est aussi difficile parce que les scientifiques que nous sommes, pour la plupart, c'est compliqué. C'est facile moi, c'est facile, c'est notre métier de faire la science. Communiquer, c'est compliqué. Donc, il va falloir se mettre une petite casquette de communicateur quand même dans le cadre des programmes Live parce que c'est quelque chose qui est très important. Et il faut pouvoir aussi, évidemment, imaginer comment on va communiquer, comment on va participer à des salons, comment on va participer à des conférences, comment on peut organiser nous-mêmes des conférences pour pouvoir diffuser les informations et les résultats du programme. C'est quelque chose qui est très important. Évidemment, alors ça c'est plus pour le porteur du projet, moi, le leader, c'est motiver les membres au jour le jour, parce qu'un programme live c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée et on n'est pas forcément au début tout feu tout flamme, mais pas forcément aussi volontaire et aussi dynamique qu'à la fin. Donc c'est surtout à la fin qu'il faut motiver tout le monde pour que voilà. Mais ça c'est un petit peu dans tous les projets collaboratifs. Il y a cette part de motivation de l'équipe pour pouvoir récupérer les informations pour les rapports, pour pouvoir récupérer les informations et les articles à mettre sur le site internet. C'est quelque chose que nous on vit dans le live et c'est pas forcément toujours facile, mais ce sont des challenges à relever quand on participe à un programme live, parce qu'évidemment qui dit challenge dit aussi des bénéfices importants. Notamment déjà premièrement bénéfices techniques, donc c'est des produits qui correspondent aux besoins, donc c'est vraiment quelque chose qui est très motivant parce qu'on sait que derrière il y a un vrai intérêt de la communauté industrielle, scientifique, parce que c'est des produits qui ont des vrais débouchés dans la vie de tous les jours, donc et puis ça développe également un réseau de compétences. Ça c'est très important. C'est les liens qu'on peut tisser entre nos partenaires, entre les gens qui gravitent autour du projet, et c'est un vrai bénéfice très important de ces programmes. Évidemment, il y a un bénéfice financier, évidemment. C'est très important de pouvoir avoir une subvention importante sur ces projets-là, qui sont des projets coûteux, dans lesquels les gens s'engagent vraiment financièrement. La prise en charge d'une partie importante des coûts, c'est un réel intérêt, puisque ça permet de diminuer un peu les frais de développement de produits nouveaux, diminuer un peu les coûts des investissements, de rémunérer et de prendre en charge le temps de tous les collaborateurs qui travaillent avec nous sur le programme. Et puis dernièrement, c'est un vrai intérêt également sur le plan commercial, parce qu'on travaille dans Life, parce qu'on a aussi l'objectif à un moment donné de vendre les produits qu'on développe, et ces produits-là, ils bénéficient d'un soutien dans le cadre du Life. On peut faire des études de marché, on peut regarder des études d'impact. Ça ouvre vraiment une vraie vitrine sur nos nouveaux produits. Et évidemment, tout ça, c'est réfléchi dès le début et surtout tout au long du programme, parce qu'il y a quelque chose qui est très important aussi dans les programmes live, c'est ce qu'on appelle l'afterlife. Après la vie, que se passe-t-il? Eh bien, après la vie, il faut le prévoir. Il y a toute une partie qui est très importante sur ce qu'on imagine de faire avec les résultats qu'on va obtenir dans le cadre du programme LIFE et comment on va les valoriser, comment on continue l'étude, est-ce que ça débouche sur une industrialisation qu'il va falloir éventuellement imaginer et pourquoi pas continuer par un autre programme, par un autre projet. Donc c'est quelque chose aussi qui est très important et à prendre en compte dès le début quand on commence à vouloir postuler à un programme, parce que c'est quelque chose qui est très important sur la fin du projet, parce qu'on va nous poser la question, mais maintenant, vous faites quoi? Donc c'est à prendre en compte dès le départ.
évidemment, il y a un advisory board, donc cette espèce de comité un peu informel qui suit le projet et qui est intéressé par des résultats spécifiques et qui peut aussi y trouver des développements commerciaux ou industriels intéressants. Et c'est des retombées directes en fait de ce qui a été développé dans le cours du programme. Donc voilà, j'en ai fini un petit peu pour pour un petit peu le retour d'expérience sur le vécu. Très rapidement, alors si j'ai le temps, alors je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps. Si j'ai le temps, très rapidement, il y a quelques résultats que je peux proposer au niveau donc du programme Life Art Beauty. Donc évidemment, c'est une structure voilà, qui est assez simple. Hein. Il y a un producteur de fibres, il y a un producteur de traitement anti-feu, il y a dans le consortium des gens qui fabriquent des résines pour faire des matériaux composites, il y avait pardon, quelqu'un qui faisait de la mise en œuvre des matériaux composites. Et il y a dans le consortium le laboratoire national d'essai qui, lui, valide les comportements feu fumé, les comportements mécaniques et qui permet en fait à une boucle vertueuse d'optimisation pour en faire un produit final en direction de nos utilisateurs finaux. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Hein, voilà, c'est la structure simplifiée en fait de nos essais. Donc nous on travaille dans le domaine du comportement feu. Donc, il y a eu un gros screening qui a été fait au niveau des matériaux composites. On en a sélectionné sur leur performance quatre champions. Hein. Donc, c'est toute une boucle. Hein. Donc, on récupère les données mécaniques, on fait de la simulation numérique, on vérifie que ça correspond bien au cahier des charges et on fabrique donc une balise hein, qui est une balise d'autométrie qui va se trouver sur les rails. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intérêt, du focus très important sur l'analyse des cycles de vie, hein, donc les impacts environnementaux des matériaux qui sont développés. Donc on a vraiment fait une étude très large sur les impacts environnementaux de nos produits. Bon, sans rentrer dans le détail, puisque c'est vraiment là une affaire de spécialistes. On a constaté en fait que les matériaux de renfort étaient largement moins impactants que les matériaux qu'on utilise actuellement. Et les produits, alors il y a des choses qui sont très intéressantes aussi, c'est que les procédés qu'on a mis en œuvre ont été également analysés. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, hein, qui va être implémenté dans une base de données européenne qui sera à l'utilisation de tous. Mais on connaît maintenant les impacts en fait des méthodes de mise en œuvre au travers de ce programme pour un résultat final où on a effectivement un vrai gain environnemental sur les productions. Alors je crois que l'unité fonctionnelle, c'est 15 000 balises par an. Donc voilà, on va gagner 300 tonnes de gaz carbonique, on va gagner 2000 tonnes 2000 litres d'eau, et puis on va éviter de consommer environ 5000 gigajoules d'électricité. Donc voilà un petit peu les grands résultats. Et je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation très détaillée de la vie d'un projet LIFE et de sa construction. Je vais reprendre la main avec... donc je vais faire une petite conclusion sur les services du pôle IR par rapport à ce programme LIFE. Et ensuite, on ouvrira une petite session questions-réponses pour pouvoir préciser les derniers points. Concernant donc les services du pôle IR, je ne vais pas tout reprendre.
Voilà, je ne vais pas tout reprendre, je pense que vous êtes quand même tous assez à l'aise avec ce qu'est le pôle et quelles sont nos définitions. Donc voilà, aujourd'hui, plus de 400 adhérents regroupés sur toute la chaîne de valeur de la bioéconomie. Que ce soit du champ jusqu'au consommateur, avec une grande variabilité au niveau des acteurs, donc des startups, des PME, des grands groupes, des écoles, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir quand même accès à pas mal de contacts pour pouvoir potentiellement compléter un consortium, par exemple, et vous donner accès à des expertises qui pourraient être nécessaires dans vos projets. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, nos grandes valeurs, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous les avez tous entendues au moins une fois, donc on va passer à la suite pour accélérer un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, en quelques chiffres, on est quand même sur plus de 400 adhérents, avec une équipe qui ne cesse de grandir et des thématiques aussi. Donc, on est sur une petite trentaine d'experts qui travaillent sur les différentes thématiques et donc qui peuvent pouvoir voilà, discuter avec vous sur l'avancée de vos projets, pouvoir vous orienter vers le bon point de contact et aussi répondre à vos différents besoins, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de challenge de vos dossiers, d'organisation d'événements, de communication, etc. Et aussi sur la concrétisation de vos projets. Aujourd'hui, on est déjà sur environ une participation à l'aide au financement de plus de 300 projets avec pas mal d'investissements derrière. Slide suivante. Aujourd'hui, donc, comme j'ai pu vous préciser, voilà, vous le savez bien, on se positionne sur toute la chaîne de valeur avec des axes bien définis dans la bioéconomie qui sont représentés par des experts au sein du pôle. Et ce sont donc vos experts de référence qui pourront vous permettre de discuter de votre projet LIFE avec la participation, bien sûr, d'une personne de l'équipe Europe pour pouvoir apporter cette double compétence, que ce soit sur la thématique et sur le programme de financement. Ça peut vous permettre de commencer à réfléchir à votre projet et à avancer un petit peu dans vos réflexions en attendant que le programme soit ouvert, vu qu'un gros point a été précisé par tous les intervenants aujourd'hui, c'est l'importance de la maturité du projet, de sa réflexion, de ses impacts, de comment est-ce qu'il va être chiffré, comment est-ce qu'il va se déployer dans le temps, etc. Donc voilà, tous ces axes de réflexion et vos responsables sont là pour vos points de contact sont là pour vous aider à avancer sur cette réflexion. Donc, on propose différents services qui ont un lien avec la stratégie de l'innovation, donc qui peuvent rentrer complètement en lien avec les projets européens de manière générale, avec la mise en place donc, de feuilles de route, des études des études prospectives, des études de marché qui peuvent être fournies par notre service intelligence économique, des analyses de portefeuille, etc. Vous aider à trouver le meilleur guichet de financement pour votre industrialisation et vos innovations, que ce soit à l'échelle de l'Europe, de la France ou encore des régions, et aussi tout un travail voilà, sur la valorisation de vos résultats et une aide vers tout ce qui est communication et marketing, etc. Slide suivante, s'il te plaît. Encore suivante. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur notre service études et conseils qui, je pense, peut être un atout au niveau des programmes européens et des programmes comme le programme LIFE. La partie études et conseils du pôle IR peut vous aider à créer à travailler sur votre feuille de route, à travailler sur les études de marché, à travailler sur votre business plan pour pouvoir vraiment compléter votre dossier et peut-être même l'affiner et pouvoir vous positionner un peu plus précisément sur ces programmes-là et orienter votre projet dans les bonnes directions et dans des directions qui vont vers une demande du marché ou vers des tendances technico-économiques qu'on peut identifier et pouvoir vraiment voilà, identifier des effets de levier qui seront toujours valorisables dans des propositions à l'image de celles demandées dans le programme LIFE. Slide suivante. Encore la slide suivante.
Donc, au niveau de la vie d'un projet au sein du pôlière, quand on vous aide sur la structuration de vos projets, bien sûr, vous êtes porteur de l'idée, mais nous, là-dessus, on peut vous aider à, voilà, comme je l'ai dit, vous aider à la challenger, à la positionner par rapport au bon guichet. On peut vous aider dans la partie de montage. Donc, bien sûr, au niveau du montage, on fait appel, on vous met en relation, si vous le souhaitez, avec des cabinets de conseil présélectionnés, et on vous oriente vers ceux qui nous paraissent le plus expert pour votre dossier. Donc, on va travailler donc en trinôme sur la rédaction de ces propositions avec le cabinet, vous-même et nous en tant que challenger à la fin. Ensuite, on peut bien sûr labelliser vos projets, qui peut aujourd'hui apporter une certaine valeur à votre projet. Et voilà, on peut vous aider ensuite dans les dernières étapes liées à la contractualisation avec la commission ou les autres organismes, et ensuite le démarrage du projet. Aujourd'hui, donc, au niveau des projets sur lesquels on a pu travailler au pôlière, donc comme j'ai pu vous le préciser précédemment, on est sur environ plus de 300 projets qui ont été financés avec 2 milliards d'euros de financement. Une 15 ans d'expertise, donc on commence à avoir quand même des bases très solides pour vous orienter sur ces différents programmes à différentes échelles. Une équipe qui regroupe de nombreuses expertises techniques et commerciales, mais aussi des partenaires historiques au niveau du montage de projets, donc comme par exemple le cabinet de conseil Upscale, le cabinet de conseil P&O, DSA Consultant et France Initiative. Voilà, donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui au niveau du montage et de l'assistance au niveau de votre montage de projet. Au niveau du service Europe, bien spécifiquement, on va vous aider à identifier les différentes opportunités. Donc, ça peut être fait via les campagnes de webinaires qui sont mises en place, donc pour vous présenter les différents programmes, une veille constante au niveau des programmes pour pouvoir stimuler le réseau du pôlière dès qu'un appel à projet est ouvert et dans nos thématiques. Donc, on suit de manière très proche le déploiement d'Horizon Europe, le déploiement de LIFE et le futur déploiement de CBE, donc le remplacement du programme BBI. Ensuite, on va aussi vous aider à compléter votre consortium, si besoin, avec un réseau français et européen. Ensuite, en fonction de la thématique du projet, on va vous supporter dans la création du dossier avec nos responsables de DAS et notre expérience au niveau du montage de projet, ainsi que la participation à certains cabinets de conseil si vous le souhaitez dans votre projet. Et ensuite, nous pouvons nous positionner en tant que partenaire dans un projet. Par contre, cette partie-là, elle est vraiment spécifique aux projets issus de Horizon Europe ou de CBE, où là, on peut mener des activités liées à la communication et à la dissémination des résultats des projets, mais aussi à des études d'intelligence économique, comme les études de marché, les études de réplicabilité, etc., au sein des projets. Au niveau de nos résultats, donc nos résultats de 2019, on est sur quand même 11 projets Horizon 2020 qui ont été soumis et 5 sélectionnés, avec un taux de succès donc, qui est autour des 45%, ce qui est assez bon par rapport aux 12% moyens sur Horizon 2020. Après, comme Christophe vous l'a présenté, LIFE, c'est assez nouveau au pôlière, donc on n'a pas encore de chiffres à vous présenter, mais on est sur quand même des dossiers qui ont été sélectionnés pour la phase 2 lors de la phase 1 de 2020, excusez-moi. Donc, nos stats devraient être mises à jour assez prochainement quand même. Voilà, donc c'était tout de mon côté au niveau de la présentation des services du pôlière. Maintenant, on va passer donc à la dernière partie de cette réunion. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas
voilà, n'hésitez pas à intervenir via le Q&R, qu'on puisse interagir avec vous. Et si jamais vous pensez à des questions plus tard, n'hésitez pas non plus à nous contacter par mail. La présentation vous sera partagée, donc vous aurez toutes les adresses mail pour pouvoir poser les questions aux intervenants à n'importe quel moment. En attendant qu'il y ait des questions, si je peux juste ajouter une petite chose. Donc, c'est vrai que pour l'instant, voilà, on est encore en attente de beaucoup d'éléments précis sur ce que sera le programme 2021-2027, mais néanmoins, comme ça a été dit, il faut anticiper parce que LIFE demande d'avoir des projets quand même déjà bien montés. Et donc, une des choses que je peux vous inviter à faire si vous pensez que vous avez un projet qui pourrait être pertinent dans le cadre de LIFE, c'est de regarder la base de données des projets LIFE déjà financés. Que je vous ai mis en lien dans ma présentation, parce que c'est vrai qu'en général, la commission apprécie les projets qui peuvent soit directement s'appuyer sur des résultats de live précédents ou au moins, voilà, ça peut vous aider à monter et affiner votre projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer quelque chose qui a déjà été fait ou il faut s'appuyer dessus. Enfin, en tout cas, c'est une première base nécessaire de savoir ce qui existe de façon générale sur le projet que vous souhaitez en dehors de Live, mais aussi dans Live, quoi. Donc ça, c'est un point important. Et on a un peu parlé du partenariat tout à l'heure et de l'advisory board qui était dans le cadre de ce projet, qui n'est pas forcément toujours de cette manière-là que c'est organisé, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'un bon partenariat dans Live, c'est un partenariat pertinent, ça a l'air assez évident comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un programme qui va vous permettre de monter le partenariat avec toutes les parties prenantes intéressées de votre projet. Donc, c'est très important de montrer que, par exemple, vous avez, si dans le cadre d'un business plan, vous savez que vous allez pouvoir vendre votre technologie à telle ou telle personne. Alors, pas forcément qu'elles vont pas forcément être dans le projet, mais c'est intéressant de montrer qu'il y a un intérêt de ces entités-là, ou c'est intéressant de montrer que vous avez vraiment, alors c'est très différent selon les projets, mais toutes les parties intéressées qui sont rassemblées, soit en tant que partie prenante, soit directement au sein du consortium du projet. Et en tout cas, de surtout pas avoir la situation où il y a des structures qui sont identifiées, qui seraient pertinentes, mais qui ne sont pas dans le projet. Donc, du coup, les contacter suffisamment tôt pour pouvoir aussi les intégrer dans la note de synthèse ou dans le projet complet. Oui, tout est dans la maturation du projet. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'a pas de questions qui sont apparues. Donc, soit on a été assez clair et puis tant mieux. Sinon, voilà, n'hésitez pas à une petite question. Est-ce qu'il est prévu d'articuler des activités du programme LIFE avec certaines missions d'Horizon Europe? Ça, peut-être que Madame Pereira, vous pouvez y répondre. Je répète la question. Donc, c'est est-ce qu'il est prévu d'articuler des activités du programme LIFE avec certaines missions d'Horizon Europe? Alors, je sais pas ce que vous voulez dire par articuler exactement. Après, ça, c'est un point qui est fortement susceptible de changer. Disons que dans le programme acte précédent, il n'y avait vraiment pas de possibilité de plusieurs cofinancements européens. C'est-à-dire qu'il y avait un cofinancement LIFE, mais il ne pouvait pas y avoir en parallèle sur les mêmes activités un cofinancement d'un autre programme. Les choses sont définies de façon un petit peu différente maintenant, donc il faudrait vraiment que j'attende d'avoir des éléments plus précis pour pouvoir vous orienter là-dessus. Après, si la question que vous vous posez, c'est, enfin, en principe, quand même, chaque programme a ses spécificités. Donc, vous pouvez pas déposer un projet à la fois dans Life et à la fois dans Horizon Europe, quoi. Mais après, voilà, si vous avez si vous pouvez préciser un peu ce que vous voulez dire par articuler, sachant qu'on rentre dans des choses assez précises et que je pourrais peut-être pas vous répondre maintenant. Il faudrait attendre d'avoir le programme de travail.
Après, c'était peut-être aussi par rapport aux thématiques du programme de travail. Est-ce qu'il va être co-construit avec des piliers du nouveau programme Horizon Europe? Est-ce qu'il va y avoir des passerelles entre les deux programmes au niveau peut-être des thématiques ou de la continuité de certains projets? Parce qu'on peut imaginer certaines RIA de Horizon Europe qui se transforment en LIFE au niveau des TRL ou des choses comme ça. Est-ce que c'est réfléchi pour que ça puisse fonctionner comme ça? Oui, alors, je vous disais tout à l'heure, s'inspirer de résultats de projets LIFE terminés, oui, mais aussi tout à fait de résultats de projets Horizon 2020, par exemple. Horizon Europe, ça reviendra, ils sont pas encore, ils seront juste lancés, mais s'appuyer sur un projet d'Horizon 2020 pour ensuite le développer dans LIFE, ça, c'est tout à fait possible et valorisé. Après, sur le programme de travail, alors pour LIFE, on n'a pas encore beaucoup d'éléments dessus, mais après, c'est quand même deux programmes très différents qui ne sont pas gérés par les mêmes directions générales de la Commission européenne notamment. Donc, c'est articulé dans le sens où l'objectif reste la mise en œuvre des politiques de l'Union et avec quand même de plus en plus la notion d'avoir une intégration de l'environnement dans toutes les politiques. Donc, quelque chose il doit y avoir de la cohérence, ça ne doit pas être contradictoire. Mais après, c'est quand même bien deux programmes différents qui ont leur logique propre. Et donc, la dénomination des thématiques peut être différente, même si elle est toujours dans la mise en œuvre de politiques de l'Union qui, elles, sont en partie les mêmes. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi nos participants. On attend encore quelques minutes et puis nous clôturerons ce webinaire. Ok, bon. Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation, tout particulièrement à nos deux intervenants, Madame Pereira et Monsieur Calbert, pour ces présentations très précises qui, malgré le contexte un petit peu instable et toutes ces précisions qui restent à venir, nous ont quand même présenté les choses de manière très claire, très précise, qui permettent j'espère de vous donner une meilleure vision de ce que c'est ce programme LIFE et qui pourrait vous permettre de penser à vous positionner dans les prochains mois, voire années. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter par mail. Et vous aurez dans tous les cas, cette présentation vous sera envoyée par mail. Elle a été aussi enregistrée, donc elle sera publiée sur le YouTube du pôle IR. Enfin, nous vous tiendrons aussi au courant de l'ouverture du programme et de sa publication par mail. Donc, vous recevrez toutes les informations et n'hésitez pas à vous inscrire aussi au futur webinaire qui sera organisé par l'équipe de PCN du programme LIFE où ils vous donneront tous les détails sur ce nouveau programme en précision. Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation et puis bonne fin de journée et à bientôt. Bientôt.